C'est ce film, Trafic humain, qui m'a ouvert les yeux sur ce qui se cache réellement derrière l'industrie du sexe et qui m'a permis de découvrir que dans l'esclavage moderne, la réalité dépasse malheureusement de beaucoup la fiction. J'ai alors décidé de m'engager à lutter contre ce crime en essayant de sensibiliser l'opinion publique et les jeunes, en particulier face à ce qui représente une intolérable forme de violence à l'égard des femmes. Avec un chiffre d'affaires annuel qui se compte en dizaines de milliards de dollars, l'industrie du sexe est aujourd'hui plus lucrative que les trafics d'armes et de drogue. Selon les rapports des Nations Unies, 2,4 millions de femmes et d'enfants dans le monde tombent chaque année dans les filets des trafiquants. Parmi ces victimes, 500 000 proviennent des pays d'Europe de l'Est. Des chiffres qui, depuis une vingtaine d'années, ont été en constante augmentation. Mais qui sont ces jeunes femmes et comment peuvent-elles se faire piéger ? Pour essayer de comprendre, nous partons pour la Moldavie. Située entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie est le pays le plus pauvre d'Europe. Ici, plus encore que dans les autres pays de l'ancien bloc communiste, la chute de l'Union soviétique a entraîné la baisse d'un niveau de vie déjà extrêmement faible. Un taux de chômage élevé, des salaires de misère et des perspectives d'avenir très limitées poussent nombre de jeunes Moldaves à chercher du travail à l'étranger. Elles s'exposent alors à devenir les proies faciles de trafiquants sans scrupules. Nous rencontrons Vladimir, pasteur et enseignant qui, avec son épouse Yulia, a fondé Beginning of Life au début des années 2000. Cette organisation, qui emploie aujourd'hui 17 personnes, offre une structure d'accueil pour les victimes de la traite, mais s'occupe également de prévention auprès des jeunes et de diverses actions sociales, notamment dans les écoles et les orphelinats. Il y a 20 ans, la Moldavie faisait partie de l'Union soviétique et comptait 4,5 millions d'habitants. Depuis la chute de l'URSS en 1991, près d'un quart des Moldaves ont quitté le pays. Parmi les 3,5 millions qui sont restés, 1 million travaillent à l'étranger, 700 000 légalement, 300 000 illégalement. Une grande partie de ces 300 000 personnes sont des victimes du trafic humain. Durant les 10 dernières années seulement, 30 000 jeunes Moldaves ont disparu sans laisser de traces. Personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Beaucoup d'entre elles ont été piégées par des loverboys, des jeunes hommes spécialement formés pour les appâter en leur promettant un avenir et du travail à l'étranger. Mais nous connaissons aussi des cas où les filles ont été vendues par un ami, un professeur, un membre de leur famille et même par leur propre mère. Il faut savoir que pour environ 80% de la jeune génération, la seule perspective d'avenir, le seul espoir, c'est de quitter la Moldavie. Pourquoi ? Parce qu'ici, un salaire moyen est de 200 à 250 € par mois, ce qui équivaut au loyer d'un appartement de 2 chambres. Comment peuvent-ils se nourrir, se vêtir ? Parmi les groupes à risque, il y a tout premièrement les orphelins. Quand ces derniers finissent l'école, ils doivent quitter l'orphelinat. Ils se retrouvent sans appartement, sans connaissances, sans famille et bien sûr sans emploi. Généralement, ils ne peuvent pas non plus accéder à l'université à cause du faible niveau d'éducation qu'ils ont reçu.
Il y a quelques années, on comptait un peu plus de 33 000 orphelins en Moldavie. C'était beaucoup trop pour le gouvernement qui a mis en place une politique d'adoption. Les orphelinats devraient fermer et les enfants seraient placés dans des maisons d'accueil, puis dans des familles d'accueil. Il fallait alors encourager et motiver les familles moldaves à adopter. Pour mettre en œuvre ce projet, le gouvernement a ouvert beaucoup de petits foyers transitoires. Les enfants quittaient les orphelinats et étaient placés dans ces foyers pendant 6 mois. Le temps pour le gouvernement de leur trouver une famille. Mais à cause de la situation économique et du manque d'éducation de ma génération, les gens ne sont pas ouverts à l'idée d'adopter des enfants. Aujourd'hui, les statistiques officielles font état de 7000 enfants qui vivent encore en orphelinat. Où sont les autres ? Ils ont été transférés de foyer en foyer et personne ne sait précisément ce qu'ils sont devenus. En effet, pour passer des 33 000 orphelins recensés il y a quelques années aux 7 000 d'aujourd'hui, il aurait fallu que 26 000 enfants soient adoptés, ce qui est très très loin de la réalité. Nous nous rendons dans un orphelinat pour un concert, mais nous ne sommes pas autorisés à filmer les enfants. Nous ressentons fortement l'enjeu politique qui se cache derrière ce thème particulièrement sensible. Dans le second groupe à risque, nous trouvons les orphelins sociaux. Des adolescents qui ont des parents, mais des parents qui travaillent à l'étranger et qui, depuis des années, n'ont que des contacts épisodiques avec leurs enfants, surtout si ces parents sont des immigrés illégaux. Ils envoient de l'argent à leurs enfants et ces derniers restent chez eux tout seuls. Ils ont de l'argent, mais ils restent sans contrôle, sans éducation, sans amour. Aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de cas de ces enfants dans nos villes et nos villages. Dans la capitale, vous pouvez en trouver de partout. Et bien sûr, ils sont des proies faciles pour les recruteurs. Lors de notre visite du centre d'accueil de Beginning of Life, nous rencontrons plusieurs victimes de la traite. Par mesure de précaution, sachant que tout danger n'est pas écarté pour elles, nous ne filmons pas leur visage. Ici, dans une atmosphère sereine et une ambiance familiale que la plupart n'ont jamais connue, ces jeunes femmes sont initiées à la couture et à divers petits travaux artistiques et de bricolage. Elles bénéficient de l'accompagnement d'un personnel compétent avec qui elles peuvent entrevoir de trouver les éléments indispensables à la reconstruction de leur vie brisée. L'une d'entre elles est enceinte, sur le point de mettre au monde un enfant dont elle ne connaîtra sans doute jamais le père. Leurs histoires se ressemblent. Le viol, l'abus et même l'inceste sont des dénominateurs communs chez ces victimes dont beaucoup portent les marques indélébiles de l'hépatite, de la syphilis ou du sida. Ce n'est que peu à peu, encouragées par l'écoute et l'empathie du personnel du centre, qu'elles parviennent à se libérer en racontant leur parcours. Sur la base de l'un de ces témoignages, nous avons reconstitué l'histoire de Tatiana. Je m'appelle Tatiana. Je suis née en Moldavie. À 19 ans, après mes études, il n'y avait pas de travail pour moi dans mon pays. Un jour, un ami m'a proposé de travailler en Autriche. Alors je suis partie avec lui. Quand j'ai passé la frontière, il m'a pris mon passeport et m'a conduit dans une maison. Là, il m'a vendu à des trafiquants. Ils m'ont battu, violé,
pendant des jours et des jours. Je ne peux pas tout dire. Puis ils m'ont forcé à la prostitution. Ils ont menacé de tuer ma famille si je refuse. J'ai été violée encore et encore. Je n'avais pas le droit de sortir. Je n'avais pas d'argent. J'avais juste de quoi manger. Alors je suis tombée malade. J'ai été enceinte et ils m'ont fait avorter. Et tout a recommencé. Ça a duré 2 mois. Un jour, la police est arrivée. On m'a interrogée. Mais j'ai peur pour ma famille. Alors je ne peux rien dire. Je ne peux pas rester ici dans ce pays. Je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai peur. Je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Je sais aujourd'hui qu'il y a des centaines de milliers de filles qui sont comme moi. S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. Ce premier séjour en Moldavie me laisse un très fort sentiment d'impuissance. La situation économique et sociale du pays reflète en effet celle de l'ensemble de l'ancien bloc communiste, mais également celle de tant d'autres parties du monde où la précarité et la misère sont exploitées par les trafiquants. Je rentre en Suisse avec cette question qui ne cesse de me hanter. Que faire pour ces jeunes filles ? Lors de mes tournées de concerts, je visite de nombreux quartiers rouges d'Europe, mais aussi d'Afrique, de Madagascar et des Caraïbes. J'y rencontre de très jeunes femmes. Beaucoup sont encore adolescentes et leur parcours ressemble à celui de Tatiana. Très souvent, le dialogue est impossible, car leur connaissance du français se limite à la prestation qu'elles proposent et au prix demandé. Mais lorsque nous parvenons à communiquer, le masque de prostituée tombe, laissant apparaître toute la détresse d'une enfant abusée et meurtrie. Je me souviens de la fragilité du regard de cette adolescente dans une vitrine de Bruxelles. Quand je me suis approché pour savoir qui elle était et d'où elle venait, la seule chose qu'elle a pu me dire, c'est 40 €. Je trouvais tellement cruel qu'elle doive jouer ce rôle qu'on lui impose et qu'elle soit exposée comme de la viande et utilisée comme une poubelle. En voyant son Mac à proximité et en entendant les commentaires des hommes dans la rue, je l'ai quitté avec un lourd sentiment de non-assistance à personne en danger. Certains soutiennent que la prostitution est le plus vieux métier du monde, mais je considère cette affirmation aussi gratuite que discriminatoire pour l'image de la femme. Comment ose-t-on parler de métier quand on sait que 70% des prostituées présentent de graves troubles psychologiques identiques à ceux des victimes de guerre? Quel parent digne de ce nom accepterait d'envoyer sa fille de 16 ans, leur fille de 16 ans, en stage de formation dans un bordel? Il faut vraiment arrêter de parler de la prostitution comme d'un métier. Pour essayer de faire bouger les choses, Philippe entreprend de donner des conférences sur ce sujet. C'est à la première de ces conférences qu'il rencontre Marcel Georgel, pasteur à Nantes. Depuis lors, Marcel, avec son épouse et une petite équipe,
a démarré un travail parmi les prostituées de la ville. Philippe découvre avec eux les rouages de la prostitution africaine. Ici, en échange de la promesse mensongère d'un bon travail en Europe, les victimes ont contracté une très lourde dette de frais d'émigration. Dans la majorité des cas, le contrat a été scellé par une cérémonie occulte. Mais là, on parle clairement de sorcellerie, je veux dire. Ah oui, oui, c'est des pactes qu'elles font, enfin, on leur fait boire du sang. Et puis il y a une marque aussi qu'elles ont. Certaines, elles ont des marques ici ou dans le cou. Et ça montre une sorte d'appartenance, si on veut. Par ce signe-là, tu m'appartiens, voilà. Et tu fais vœu de silence et de rembourser ta dette. C'est un petit peu ça derrière. Et si tu ne le fais pas, ben voilà ce qui peut t'arriver. Donc il y a une dette qui est énorme, oui, qui peut être de 30, 40 ou 50 000 euros. Jusqu'à 80 000, moi j'ai entendu. Parce que si tu ne rembourses pas la dette, tu seras maudite. C'est un peu ça. Bon, toutes ne sont pas passées par ce genre de cérémonie, mais beaucoup quand même. Il y a une sensibilisation des autorités par rapport à la traite des êtres humains. Mm-hmm. Je pense que quand on parle aux politiques ou aux gens qui ont le pouvoir, ils sont quand même très sensibles. Le chef de l'Office central de la répression de la traite des êtres humains, et lorsqu'on était à une conférence au Mans, il y a un moment, il dit dans sa conférence, si j'avais un bouton rouge sur lequel appuyer pour désenvoûter ces femmes, qu'est-ce que ce serait formidable, elles seraient libres de parler. Il m'a invité à venir à Paris, là, au ministère de l'Intérieur, pour parler avec moi. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour ces femmes, et lui il a dit continuez à prier et à lire la Bible avec elles, parce que je vois bien qu'elles sont sous une puissance que nous, on ne contrôle pas, on ne sait pas quoi faire avec. Mais vous avez les armes pour. Marcel nous emmène avec lui dans les rues de la ville, auprès des personnes qu'il visite. Nous tournons en caméra cachée. Les filles sont d'origine nigériane, des adolescentes qui ne parlent pas français et qui parfois ne savent ni lire ni écrire, mais qui affirment pourtant être venues de leur plein gré, par leurs propres moyens. Qu'elles ont une crainte terrible de quitter ce réseau. Crainte pour leur famille, crainte pour elles-mêmes. Parce qu'il y en a certaines qui me disent « Heureusement que mes parents ne savent pas ce que je fais, donc c'est caché. » Puis on le voit bien d'ailleurs sur certains profils Facebook, ce qu'elles mettent sur elles, c'est complètement j'habite telle ville, je fais tel métier, mais ça c'est fait. Et puis elles se font photographier devant certaines voitures, certains endroits. C'est pour rassurer leur famille quelque part. Vous avez pu voir cette crainte qu'elles ont été délivrées de cette crainte. Ah oui. Plusieurs femmes, on leur a donné le courage, dans un sens, de faire des démarches pour s'en sortir, pour oser aller contre, briser les vœux aussi qu'elles ont fait. On se rend compte qu'on est loin de l'image que tout un chacun peut se faire d'une personne prostituée. On est loin du cliché qui est souvent projeté par les médias d'une prostituée dans un salon avec lumière tamisée, moquette, qui dit moi j'ai choisi. Moi j'ai jamais rencontré une fille comme ça. Pourtant on en a rencontré plus de 150 peut-être ou 200 dans les 2 dernières années. Mais la plupart c'est oui, je veux sortir de cette situation, je veux faire autre chose, je veux pas rester dans la rue éternellement. C'est important pour ces filles de savoir qu'il y a des gens derrière qui peuvent les soutenir si elles décident de quitter la rue. Parce qu'elles nous disent, c'est facile de nous dire sortez de la rue, mais comment vous faites ensuite? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous ne nous accompagnez pas, si vous ne nous soutenez pas, comment c'est possible? Donc ça nous interpelle Les paroles c'est bien, mais il faut joindre les actes avec. Voilà. On essaie d'apporter ce qu'on peut à ces femmes. On a un métier, mais aussi parfois on bien, si on peut les aider un petit peu avec les courses. On construit tout doucement, souvent par des petites choses, et elles sont vraiment reconnaissantes. Et après, cela nous encourage à continuer dans ce sens-là, parce qu'on sent que c'est apprécié. Par leur travail dans la rue, Marcel et son équipe ont déjà aidé plusieurs filles à sortir de la prostitution. L'une d'entre elles accepte de nous raconter son histoire. Je suis nigériane. C'est un réseau qui m'a emmenée en Europe pour travailler.
en échange d'une grosse somme d'argent, environ 50 000 euros. Quel âge avais-tu quand tu es arrivé? Je n'arrive pas à me souvenir. Je suis désolée. Je ne peux pas donner mon témoignage. Je ne peux pas. À l'âge de 6 ans, Glory a été vendue comme esclave par ses parents. Ils l'ont échangée contre un terrain. Elle était souvent battue, malgré ses pleurs d'enfant. À 13 ans, en rentrant du marché, un homme l'a violée et elle est tombée enceinte. Son calvaire s'est alors accentué. Elle est devenue une paria ayant un enfant bâtard. Comme elle ne rapportait pas assez d'argent, les gens qu'elle servait l'ont revendue à un réseau de proxénètes. Après un long périple, au cours duquel elle a traversé plusieurs pays africains, elle est arrivée en Italie, via l'Espagne. Mais avant son départ, on l'a faite passer chez un sorcier qui, lors d'une séance de maraboutage, l'a fait jurer de ne jamais rien révéler concernant le réseau et surtout de rembourser une dette de 50 000 euros. En Italie, on lui a confié le transport de sacs de drogue d'un endroit à un autre. Arrêtée par la police, elle a été incarcérée et condamnée à 3 ans de prison. À sa sortie, elle a réussi à fuir le réseau et est arrivée en France, à Nice d'abord, puis à Nantes. Elle a rencontré des chrétiens qui l'ont secourue et accompagnée pour parvenir à quitter le trottoir. Par son témoignage de vie transformée, 2 autres femmes déjà ont réussi à abandonner la prostitution. La difficulté d'obtenir un témoignage de victime face à une caméra est un problème majeur. La loi du silence règne dans ce milieu. Les filles ont peur. Peur des représailles, peur pour leur famille ou peur d'être, une fois encore, utilisées et abusées à travers ces images. Pour bon nombre d'entre elles, en effet, la vue d'une caméra réveille de très douloureux souvenirs. Irène Hirzel a travaillé 10 ans dans un rôle social auprès des prostituées. Elle est aujourd'hui responsable de la lutte contre le trafic humain à la Mission chrétienne pour les pays de l'Est, à Worb, en Suisse. Conférencière et spécialiste de la question, elle m'offre, grâce à ses nombreux contacts, une précieuse collaboration. L'industrie de la pornographie et le trafic d'êtres humains sont étroitement liés. Les victimes de trafic sont utilisées dans des bordels, des bars, des salons de massage et des clubs de striptease. Elles sont également filmées pour alimenter le marché de la pornographie. Depuis quelques années, ces films sont devenus toujours plus violents et extrêmes. La pornographie dure est aujourd'hui consommée à très grande échelle. Les femmes et les enfants qui sont utilisés dans ces films sont souvent drogués, violés et même torturés. Violetta, une jeune fille de 15 ans, victime de la traite, a été recueillie dans un de nos centres d'accueil. Elle avait été violée et filmée. Et l'homme qui la tenait prisonnière l'a menacée d'envoyer le film à ses parents. Par peur et par honte, elle a renoncé à s'enfuir. Durant des mois, elle a été vendue à d'autres hommes. Quand elle s'est trouvée enceinte, le trafiquant l'a laissée partir. La vie de cette jeune fille est brisée. Le FBI écrit dans l'un de ses rapports que, lorsque des trafiquants sont capturés, on retrouve toujours des films pornographiques qu'ils ont produits. Récemment, dans une conférence, des policiers de Scotland Yard, mais aussi de Suisse, nous ont confirmé que beaucoup de victimes du trafic sont utilisées dans des films porno hardcore. Ces films servent également de moyen de pression sur ces filles. Le plus grave aujourd'hui est que la pornographie, mais également la prostitution,
sont de plus en plus banalisées et malheureusement en constante expansion. La pornographie, une dépendance rare, il y a quelques années encore. Mais qui, à travers Internet, s'est banalisé et vulgarisé à l'extrême, jusqu'à devenir un véritable fléau mondial dans lequel sont exploités bon nombre de victimes du trafic. La dépendance qu'elle engendre chez de nombreux jeunes n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme d'esclavage. Wilf Gesser est médecin et thérapeute, spécialiste dans le traitement de toutes les formes d'addiction au sexe. Aujourd'hui, en pleine expansion, l'industrie du sexe génère, selon les estimations de l'ONU, un chiffre d'affaires annuel de près de 100 milliards de dollars. Chez nous, on estime que 90% des internautes consomment, d'une façon ou d'une autre, occasionnellement ou régulièrement, de la pornographie. Et que la consommation est en augmentation chez les femmes. Je suis personnellement convaincu que seule une infime minorité de jeunes peut affirmer n'avoir aucun souci avec cela. J'ai connu une misère intérieure, une pauvreté intérieure, de quelqu'un qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas où il va. Et la vérité sur soi-même, parfois, fait mal. J'avais 11 ans lors de mon premier contact avec des revues pornographiques. La dépendance a été immédiate et avec elle, ce mélange de dégoût et de fascination. Ces images ont obsédé mes pensées et faussé totalement ma compréhension de la sexualité et mon regard sur la femme qui s'est réduite, à mes yeux, à un simple objet de convoitise et de satisfaction sexuelle. Lors d'une conférence de médecins et de thérapeutes, nous avions invité une actrice de films pornographiques qui répondait à nos questions. Quelqu'un lui a demandé « Que faut-il dire à nos jeunes qui consomment de la pornographie et qui cherchent à s'en sortir ?» Elle a répondu « Vous devez vraiment dire à ces jeunes que ce qui leur est montré dans la pornographie n'a absolument rien à voir avec la réalité. » Le fait est que, lorsque tu consommes ces images, elles t'influencent jusqu'à devenir toujours plus la réalité pour toi. Tu commences à te construire une image des femmes telles que tu les vois dans ces films. Des femmes qui sont toujours prêtes au sexe, qui ont toujours envie, avec qui tu peux assouvir tous tes fantasmes. Ainsi, beaucoup d'hommes s'imaginent que les femmes veulent vraiment ce que l'on voit dans ces films. Après cela, les jeunes gens qui entrent dans une vraie relation remarquent très vite qu'ils sont prisonniers des images qu'ils ont consommées des années durant et dont ils ne parviennent plus à se défaire. D'ailleurs, dans la plupart des cas de divorce, la pornographie et les problèmes d'insatisfaction sexuelle jouent un rôle majeur. Dans le monde d'aujourd'hui, l'omniprésence du sexe, mais surtout la banalisation de la pornographie, contribue à nous voler le meilleur de l'intimité sexuelle. Réduite à une relation bassement animale ou mécanique, l'infinie beauté de la sexualité est sacrifiée sur l'autel d'une industrie qui l'expose comme de la viande sur un étal de boucherie. Pourtant, la sexualité nous est offerte comme l'aboutissement suprême de la relation entre deux êtres qui se donnent l'un à l'autre. Une relation qui atteint alors une dimension d'unité et de communion, non seulement de corps, mais également d'âme et d'esprit. Cette dimension est à mes yeux le plus beau cadeau que la vie puisse nous offrir. C'est vraiment du gâchis que de passer à côté. Tout comme les autres dépendances, la dépendance au porno peut réellement détruire une vie. Le schéma est toujours le même. Tu as toujours plus de besoins, des besoins toujours plus forts, chaque jour, et bientôt durant des heures.
Je connais plusieurs hommes qui ont perdu leur place de travail à cause de cela. C'est aussi un énorme stress quand tu veux essayer de cacher cette dépendance. Et il y a bien sûr des conséquences sur la vie de couple, et ainsi de suite. La dépendance et les conséquences qui s'enchaînent ont un énorme pouvoir de destruction. Cette addiction amène également, tôt ou tard, à vouloir vivre certaines scènes de ces films, et donc à fréquenter le monde de la prostitution et à s'exposer à des pratiques sexuelles à risque. Mais malgré tout, ce n'est jamais assez, et on en veut toujours plus. Il peut ainsi se développer une attirance particulière vers certains types de scènes, comme par exemple celles montrant des filles toujours plus jeunes. Celui qui recherche ces images risque de glisser insensiblement vers la pornographie pédophile sur Internet. On retrouve le même phénomène conduisant à la consommation d'autres types d'images, profondément dégradantes et avilissantes. Des extrêmes dans lesquels on se retrouve poussé sans même s'en être rendu compte. Cela conduit à des problèmes dans la relation sexuelle, pouvant aller, chez certains hommes, jusqu'à l'impuissance. Des situations aux conséquences dramatiques, pouvant mener jusqu'au suicide. Alors la question est, comment s'en sortir? Puis-je trouver de l'aide? Quelqu'un vient chez un conseiller en expliquant qu'il sent en lui deux forces qui se combattent. L'une de ces forces me pousse continuellement vers la pornographie, dit-il. Mais d'un autre côté, je sens que je ne veux pas cela et que ce n'est pas l'image de la femme que je veux voir. Ces deux forces se combattent en moi comme un loup noir et un loup blanc. Et la personne demande au conseiller, « Que penses-tu? Quel loup va gagner en moi ?» Et le conseiller de répondre, « Celui qui va gagner est celui que tu nourris le plus. » J'aimerais te dire que si tu es dépendant et si tu es pris dans cette spirale de toujours plus fort, alors tu ne t'en sortiras pas tout seul. Tu as besoin d'aide. La bonne nouvelle, c'est que des moyens existent aujourd'hui avec des groupes d'entraide. Et des thérapeutes sont à ta disposition. Mais il est important de savoir qu'il n'y a pas de chemin facile, ni de raccourci. Tu dois vraiment savoir que tu as besoin de gens qui t'entourent et qui sont prêts à t'aider. Avec ce reportage, nous avons essayé de vous sensibiliser sur ce que le trafic de femmes et d'enfants, la prostitution et la pornographie ont en commun, à savoir faire de l'argent en livrant des innocents à l'esclavage et en exploitant nos plus bas instincts pour nous voler ce que nous avons de plus précieux. Ainsi, ce thème nous concerne tous, car nous sommes les cibles potentielles de cette dynamique perverse qui voit toujours la victoire du riche sur le pauvre, du fort sur le faible, de l'homme sur la femme et l'enfant, et surtout du pouvoir de l'argent sur ce qui fait la beauté de notre condition d'hommes et de femmes. Pour l'honneur d'être un homme, j'ai choisi de dire non. Non à un simple clic sur un site X, sachant que cela alimente le marché du sexe. Non au piège de la dépendance qui mène à l'esclavage. Non à l'idée de considérer la femme comme un objet de fantasme et de désir. Non à la prostitution, car aucun être humain ne peut se vendre ni s'acheter. Dans un monde où règne l'injustice, j'ai le choix de fermer les yeux, de rester du côté du problème ou de passer du côté de la solution. C'est à chacun de nous de faire le bon choix.